La compétition étant toujours plus rude, certaines entreprises adoptent parfois des pratiques peu conventionnelles, à la frontière de la légalité. Or, en tant que salarié, il n'est pas toujours facile de savoir quelle conduite adopter. Faut-il obéir à un ordre équivoque, au risque d'être mal perçu, ostracisé ou même licencié, ou au contraire le contester au nom de ses valeurs ? C'est le dilemme auquel est confrontée une stagiaire qui vient de débuter dans une entreprise spécialisée en sécurité informatique. Refuser d'obtempérer pourrait mettre en péril son stage et même une potentielle embauche. Obéir signifierait renier certaines de ses valeurs, mais pourrait aussi, si cela se sait, ternir son image auprès d'un autre employeur. Choix cornélien, forcément. Doit-on obéir à un ordre équivoque ou le contester ? Savoir que l'entreprise a déjà agi de la sorte rend-il la demande plus acceptable d'ailleurs ? Cette étude de cas a été menée par Sandra Sucher et Matthew Preble de la Harvard Business School. Étude de cas, un podcast de Harvard Business Review. Suzanne Kim crut qu'elle avait mal entendu ce que disait son nouveau manager. Pour un appel entre San Francisco et Séoul, la communication était relativement bonne, mais la jeune femme demanda tout de même à Seok-Kim Moon de répéter ce qu'il venait lui dire. Monsieur Moon dirigeait le bureau de Zantec à Séoul. Spécialisée dans la sécurité informatique, la société avait son siège à Amsterdam. Suzanne venait de commencer son stage d'été dans l'entreprise et il était prévu qu'elle travaille à Séoul avec l'équipe de Monsieur Moon. Emma Visser, responsable du programme de stagiaires, avait suggéré qu'elle commence à travailler à distance depuis San Francisco. Une des principales missions de Suzanne pendant l'été serait d'aider M. Moon sur les études de marché, en contactant d'autres entreprises de technologie et notamment des concurrents pour réunir des informations sur leurs produits, les services qu'elle proposait, leurs clients, leurs chiffres d'affaires et d'autres données. Il lui avait déjà envoyé par courriel une liste d'entreprises et de personnes à contacter. Il lui expliquait à présent que lorsqu'elle contacterait ces personnes, il serait préférable qu'elle utilise son adresse de courriel universitaire et qu'elle se présente comme une étudiante en MBA. Percevant peut-être son hésitation, M. Moon ajouta « C'est une pratique courante, c'est la seule manière d'obtenir des informations exactes. » Mal à l'aise, Suzanne se tortilla sur sa chaise. C'était sa première discussion avec son nouveau responsable et elle voulait faire bonne impression. Vous n'obtiendrez pas d'informations autrement. C'est ce qu'ont fait les autres stagiaires par le passé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ne sachant toujours pas quoi répondre, ni si elle pouvait lui parler franchement, son père lui ayant expliqué que la confrontation directe était vue d'un mauvais œil dans la plupart des cultures asiatiques, elle dit simplement « D'accord ». Et elle posa quelques questions supplémentaires sur les informations qu'elle devait recueillir et raccrocha. Ce stage signifiait beaucoup pour Suzanne. À sa sortie de l'université, elle avait travaillé dans un cabinet de conseil en management où elle avait tout de suite été affectée à un projet avec une société de cybersécurité. Dès le début, elle avait été fascinée par ce travail. Elle avait alors décidé de retourner à l'université pour obtenir son MBA dans la perspective de rejoindre à plus ou moins brève échéance une entreprise à la pointe de ce domaine en plein boom. Dans un secteur dont on estimait qu'il générerait un chiffre d'affaires de 170 milliards de dollars à l'horizon 2020, elle savait que les opportunités ne manqueraient pas. Elle avait été folle de joie lorsque Zantec lui avait fait une offre. Si elle se débrouillait bien, son stage pouvait déboucher sur un poste à plein temps une fois qu'elle serait diplômée. Mais voilà que M. Moon lui demandait de se présenter sous une identité trompeuse. Elle n'ignorait pas que réunir des informations sur la concurrence exigeait de la créativité. Mais n'était-ce pas franchir la ligne rouge ? Au cours d'un de ses innombrables sermons sur la culture asiatique des affaires, son père lui avait expliqué que les attentes et même l'éthique seraient différentes à Séoul. Mais le savoir ne lui était d'aucun secours. Tordre le cou à la vérité était-il une pratique courante en Corée ou une pratique courante chez Zantec ? À son réveil le lendemain matin, Suzanne avait déjà reçu plusieurs courriels de M. Moon, accompagnés de modèles de questionnaires. Elle remarqua immédiatement qu'il avait mis en copie Emma Visser et un homme dont le nom ne lui disait rien. Une rapide recherche lui apprit qu'il s'agissait du responsable des études de marché de Zantec pour l'Asie. Elle était censée commencer son enquête téléphonique le lundi, et on était déjà jeudi après-midi.
Elle devait décider rapidement quoi faire. Espérant se vider la tête, elle sortit courir, mais une demi-heure plus tard, elle tournait et retournait toujours dans son esprit ce que M. Moon lui avait demandé de faire. Lorsque son téléphone sonna et qu'elle vit s'afficher le numéro de son père, elle fut heureuse de cette distraction et espéra qu'il saurait la conseiller. C'était un de leurs rituels. Il l'appelait à l'heure du déjeuner, au moment où elle était en route, pour un cours du matin ou pendant un jogging. Leur conversation était brève, mais Suzanne les attendait avec impatience. Elle lui expliqua ce qu'il se passait, et son père se lança dans un de ses monologues habituels sur l'importance d'avoir un bon emploi et de bâtir une carrière. Suzanne l'écouta de longues minutes, puis, n'y tenant plus, lui coupa la parole. « Papa, arrête avec les leçons de vie, tu veux bien ? Je sais que j'ai besoin de cet emploi. » Je veux juste que tu prennes une bonne décision, ma chérie. James pense que je devrais démissionner. Il dit que les gens ont le droit de savoir la vérité quand on leur demande de dévoiler des informations sensibles. James était son petit ami depuis 2 ans, mais son père ne l'appréciait que modérément. C'est facile à dire pour lui. Il envisage de payer ton loyer cet été ? Ou de te trouver un boulot l'année prochaine ? Suzy, tu as besoin de ce stage. Tu sais qu'on ne demanderait pas mieux que de t'aider, ta mère et moi, mais avec un revenu fixe. Revenu fixe était devenu l'expression préférée de son père depuis qu'il était à la retraite. Ses parents avaient subvenu à leurs besoins, à son frère et à elle, jusqu'à la fin de leur licence, mais il leur avait clairement fait comprendre que, désormais, il devait s'assumer tout seul. Pendant les 3 ans où elle avait travaillé comme consultante, elle avait mis de l'argent de côté, mais pas assez pour payer un loyer à San Francisco. Donc je devrais accepter, c'est ça ? Oublier tout ce que tu m'as inculqué sur l'honnêteté et l'intégrité, et faire tout ce qu'il me demande. Elle savait qu'elle forçait un peu le trait, comme souvent avec ses parents. Suzy, relativise un peu. Ce que M. Moon t'a demandé de faire n'est pas illégal. Et il n'est même pas question de mentir. Tu es en MBA. Si l'une des personnes que tu dois contacter te demande si tu as des liens avec une entreprise, rien ne t'empêche de lui dire la vérité. En plus, il semblerait que tout cela soit parfaitement transparent chez Zantec. Puisque le responsable des études de marché est au courant, tu vois que M. Moon ne dissimule rien. Cela me met extrêmement mal à l'aise, papa. Je n'y peux rien. J'aurais l'impression de mentir. Je crois qu'il faut que j'explique à M. Moon ce que je ressens. Ou alors que je parle à la responsable des stages, Emma. Oui, bien sûr, pourquoi pas ? Fais tout de même attention à ce que tu dis. Il ne faudrait pas qu'il pense que travailler avec toi n'est pas facile. Qu'une entreprise qui tente de lutter contre la fraude me demande de ne pas dire toute la vérité, on marche un peu sur la tête. Bienvenue dans le monde du travail et ses contradictions, ma chérie. Je te croyais en Corée ? Lui dit Melinda Sussman en prenant place face à elle, à la table d'un café. Melinda était consultante senior dans le cabinet où avait travaillé Suzanne. Dès leur première collaboration, les 2 jeunes femmes avaient sympathisé, travaillant par la suite ensemble chaque fois que possible. Lorsque Suzanne avait décidé de quitter le cabinet pour s'inscrire en MBA, Melinda lui avait écrit une lettre de recommandation. Et toutes 2 étant toujours à San Francisco, elles avaient gardé contact. Pas encore. Merci beaucoup d'avoir accepté de me voir pendant le week-end. Suzanne lui parla de problèmes de visa, de sa conversation avec M. Moon et de ses discussions avec James et son père. J'ai même parlé au PDG. Tu as parlé au PDG de ça ? Non, pas de ça. Il m'a appelé hier pour s'excuser à propos des problèmes de visa. Peter Carlson était venu à Berkeley l'automne précédent pour participer à une table ronde sur la cybersécurité. Lorsque Suzanne était allée lui parler à la fin du débat, il lui avait dit avoir été impressionné par ses questions et l'avait encouragé à postuler pour le stage. Elle avait été sidérée d'entendre sa voix au téléphone et s'était demandé s'il était dans ses habitudes de prendre des nouvelles des stagiaires ou si elle avait droit à un traitement de faveur. Préoccupée par sa conversation avec M. Moon, elle avait été tentée d'aborder la question avec lui, mais ne l'avait pas fait. Je me suis dit que je pourrais peut-être lui en parler. Lors de son intervention, il a beaucoup insisté sur l'importance de l'éthique dans ce domaine d'activité. Je suis certaine qu'il a d'autres chats à fouetter. Et puis, une stagiaire qui va dire du mal d'un manager au PDG, je ne pense pas que ce soit le genre de réputation que tu aies envie de te faire. Quelle est la taille de l'entreprise ? Environ 1500 collaborateurs dans le monde. Mais l'ambiance est vraiment bonne. En dehors de cette histoire, je n'ai eu que des interactions positives. Mes entretiens, mes conversations avec les RH, même mes premiers courriels avec M. Moon. Tout le monde s'est mis en 4 pour que je me sente la bienvenue. Pas le moindre signal négatif. Tu n'as pas moyen de repousser le projet jusqu'à ce que tu sois à Séoul ? Et si tu en parlais à cette Emma, elle est aussi ta responsable, n'est-ce pas ? En fait, c'est pas très clair. J'ai l'impression qu'ils le sont tous les 2. Je n'ai pas vraiment pu le savoir pour M. Moon au téléphone. Et vu qu'Emma était en copie du courriel, elle sait ce qu'il m'a demandé de faire. Naturellement, tout serait plus facile si tu savais comment les uns et les autres allaient réagir à tes questions. Si tu parles du problème à quelqu'un, M. Moon, Emma, les RH, prépare-toi au pire.
Il est possible qu'il t'autorise à procéder autrement pour obtenir les infos, mais il est également possible, et je ne veux pas te faire peur, qu'il retire leur offre de stage. Tu n'es même pas encore parti. Ça ne devrait donc pas être très compliqué. Je n'aimerais vraiment pas avoir à expliquer ça à mes parents. Ni à de futurs employeurs. Inutile de préciser que tes perspectives de carrière pourraient en souffrir. Mais si tu acceptes de dissimuler pour qui tu travailles et que tes interlocuteurs découvrent la vérité, tu risques d'avoir du mal à trouver un boulot tout court dans ton secteur. Et tu as également certaines obligations vis-à-vis de l'université. Si tu te présentes comme une étudiante qui travaille sur un projet pour la fac et que les entreprises découvrent qu'il n'en est rien, cela peut avoir des conséquences très négatives pour ton MBA. Les épaules de Suzanne s'affaissèrent. Elle n'avait pas pensé à ça. Elle ne savait vraiment pas quoi faire. Suzanne doit-elle, oui ou non, exprimer ses réticences vis-à-vis de la demande de M. Moon ? Pour y répondre, Harvard Business Review a fait appel à 2 experts. George Bersin tout d'abord. Il est consultant et a créé Bersin by Deloitte. Lui pense que Suzanne doit écrire à M. Moon et expliquer ses réticences. Monsieur Moon demande à Suzanne de faire quelque chose qui ne se fait pas. La chose est loin d'être anodine. Solliciter des informations sans dévoiler son identité est malhonnête, et le malaise de Suzanne ne me surprend pas. En dépit de sa jeunesse et de son statut encore précaire dans l'entreprise, je pense qu'elle devrait expliquer ses réticences à Monsieur Moon et à Emma Visser, la manager à Amsterdam. La première décennie d'une carrière est une période importante pour faire son apprentissage du monde de l'entreprise et du travail, déterminer quel type de rôle et de poste on aime et mettre au clair ses valeurs. J'ai eu la chance de faire mon apprentissage de l'éthique chez IBM dans les années 80. L'honnêteté et le respect faisaient partie de la philosophie de l'entreprise et dissimuler des informations ou dire des choses qui n'étaient pas vraies n'était pas toléré. Ces principes m'ont aidé à gérer bien des situations troubles à mes débuts et tout au long de mes 40 ans de carrière. Suzanne doit chercher le même type d'employeur, un employeur qui l'aidera à prendre le bon départ professionnel et à apprendre ce qu'est une bonne entreprise. Je lui conseillerais de faire des recherches sur Zantec. L'entreprise correspond-elle à ses valeurs ? Suzanne peut par exemple consulter Glassdoor et d'autres sites sur lesquels les collaborateurs donnent des informations et des avis sur leurs entreprises. Des salariés ont-ils indiqué qu'on leur avait demandé de faire des choses contraires à l'éthique ? Des concurrents, des clients ou des fournisseurs se sont-ils plaints des pratiques de Zantec ? L'entreprise a-t-elle des problèmes juridiques ? Dans l'affirmative, Suzanne pourrait estimer que cette entreprise n'est pas faite pour elle. Si les recherches indiquent que Zantec est une entreprise éthique, ouverte, où il fait bon travailler, Suzanne doit simplement exprimer ses inquiétudes. Elle doit envoyer un courriel à M. Moon et à Emma Visser pour leur expliquer ses réticences envers la mission qu'on lui a confiée. Son père a peut-être raison lorsqu'il déclare que la franchise est mal vue en Corée, mais si Suzanne ne contacte qu'Emma, elle se prive de l'occasion d'aborder le problème avec son responsable, c'est-à-dire la personne pour qui elle travaillera. Son courriel doit être positif et insister sur les risques pour l'entreprise, pas seulement sur ce qu'elle-même ressent. Elle pourrait par exemple écrire « Je mesure la chance qui m'est offerte de travailler avec vous et ce projet est très intéressant. Toutefois, si nous ne révélons pas que je travaille pour Zantec et que la chose vient à être connue, je crains que l'image de l'entreprise n'en souffre. » Elle doit adopter un ton constructif et utiliser le plus possible le pronom « nous ». On peut espérer que M. Moon et Emma apprécieront sa franchise, comprendront sa position et lui permettront d'aborder sa mission en employant d'autres moyens. Cela pourrait également amener M. Moon à réfléchir à ce que Zantec a demandé à Suzanne. Les études les plus récentes de Deloitte indiquent que les entreprises focalisées sur une mission, un objectif et un comportement éthique enregistrent systématiquement de meilleurs résultats que les autres sur le long terme. Les entreprises porteuses de ce type de culture encouragent leurs employés à exprimer leurs préoccupations et sont ouvertes aux discussions sur les problèmes éthiques. Des scandales éclatent à une fréquence alarmante. Dans la plupart des cas, ils sont dévastateurs pour la réputation et la marque de l'entreprise. Trop souvent, des collaborateurs qui auraient pu tirer la sonnette d'alarme ont gardé le silence, en supposant peut-être que personne ne les écouterait. Si M. Moon et Emma ne tiennent pas compte des réticences de Suzanne, la jeune femme devra y voir le signe qu'elle doit commencer à chercher un travail ailleurs. Les diplômés de MBA ayant un solide bagage technologique sont très recherchés et une longue carrière l'attend. Si elle transige sur ses valeurs aujourd'hui, cela la rattrapera un jour. Notre deuxième expert est Ruvan Verasekera. Il a été directeur non exécutif de plusieurs entreprises dans le domaine des services financiers, de la santé et de l'éducation. Il a également été directeur général chez UBS. Selon lui, il est important que Suzanne trouve une alternative.
Suzanne ne doit pas obéir aux ordres aveuglément, mais en tant que stagiaire, elle doit faire le travail qu'on lui a demandé. Je lui conseillerais donc de trouver une autre manière, éthique, légale et transparente, de mener à bien la mission que lui a confiée M. Moon. Lorsque je pense aux questions d'éthique, je me représente une matrice 2x2, avec la légalité sur un axe et l'éthique sur l'autre. L'idéal, naturellement, est que les choses viennent se ranger dans la case légale et éthique, mais il n'en va pas toujours ainsi dans le monde de l'entreprise. Il arrive fréquemment que l'on soit confronté à des situations qui, pour être parfaitement légales, n'en vont pas moins à l'encontre de vos valeurs. Ce ne sont pas les plus faciles à gérer. Au cours de ma carrière, j'ai eu à faire face à beaucoup de situations problématiques, et notamment conduire des investigations internes dans les plus grosses affaires de fraude et de faute professionnelle de l'histoire bancaire. Et j'ai toujours réussi à agir selon mes principes. Si j'étais à la place de Suzanne, je n'appellerais certainement pas les concurrents de Zantech, en omettant de préciser pour qui je travaille. Mais je n'affronterais pas non plus immédiatement M. Moon ou Emma Visser. Les normes peuvent être différentes selon les entreprises et les pays. Et Suzanne n'en sait pas encore suffisamment sur l'entreprise ou la vie professionnelle en Corée pour remettre en cause leur manière de faire. En l'état actuel des choses, contester la requête de M. Moon en arguant qu'elle est contraire à l'éthique pourrait lui être préjudiciable à long terme. Mais capituler ou attaquer ne sont pas les seules options. Suzanne doit proposer une alternative, c'est-à-dire présenter à ses responsables non un problème mais une solution, comme le doit tout bon stagiaire ou tout bon salarié. Comment donc obtenir les informations dont elle a besoin sans dissimuler qui elle est ? Il y a d'abord l'option de s'entretenir avec les clients les plus fidèles de Zantech, qui ont à coup sûr évalué d'autres éditeurs de logiciels avant de s'engager avec l'entreprise. Les clients adorent être consultés, et ces conversations aideraient Suzanne à réunir des informations sur les concurrents et à comparer les produits. Autre possibilité, discuter avec des sociétés indépendantes comme IBM, PwC et des cabinets de conseil indépendants qui ont aidé à mettre en place les produits de Zantech, ou avec des cabinets d'analyse dont le métier est d'évaluer le paysage concurrentiel. Suzanne recueillerait auprès d'eux des informations tout aussi pertinentes, et il serait peut-être même plus disposé à mettre en lumière les forces et les faiblesses de Zantech. Comme troisième option, elle peut se tourner vers des sources d'informations internes. Parmi les 1500 salariés de Zantech, il s'en trouve certainement qui ont travaillé chez des concurrents, et dont les renseignements, une fois agrégés, pourraient être utiles. Il est possible que certains soient tenus par une clause de confidentialité, que Suzanne devra bien sûr respecter. Mais beaucoup disposent probablement d'informations de valeur que l'entreprise pourrait utiliser facilement et gratuitement. Ces approches, outre qu'elles ont le mérite de sortir Suzanne de son dilemme éthique, seront aussi probablement plus efficaces dans la mesure où un coup de téléphone d'une stagiaire à un concurrent, de but en blanc, est bien peu susceptible, à mon avis, de déboucher sur la moindre information utile. Je ne suggère pas que Suzanne dise à M. Moon « cela ne marchera jamais », mais elle pourrait se porter volontaire pour tester l'approche auprès de Zantech, passer quelques coups de téléphone en interne à des collaborateurs, et voir si la tactique qu'il propose fonctionne. Cela permettrait également d'en savoir un peu plus sur la façon dont les employés de l'entreprise protègent leurs propres informations concurrentielles sensibles. Comme de nombreux dirigeants, j'ai bâti ma réputation sur mon intégrité et je veille jalousement dessus. Mais je peux également m'enorgueillir de ma capacité à obtenir des résultats. C'est cet équilibre que Suzanne doit rechercher. Et si elle parvient à résoudre le dilemme de manière satisfaisante, elle doit se souvenir qu'un stage est une forme de long entretien d'embauche. Elle doit évaluer Zantech autant que ses dirigeants l'évaluent, elle, et se demander « Est-ce une entreprise pour laquelle j'ai envie de travailler ? Mes valeurs correspondent-elles à celles de l'entreprise ?» Les réponses à ces questions ne viendront pas d'un mentor, de ses parents ou de son petit ami. La décision lui appartient. Et vous, qu'auriez-vous fait ? Retrouvez un nouveau podcast Études de cas le mois prochain sur hbrfrance.fr.